Good day, excellent. Bonjour, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, et je vous souhaite un accueil chaleureux à cette manifestation de haut niveau sur l'un des plus grands défis de notre époque, à savoir faire en sorte que la croissance fonctionne pour les pauvres. Je suis Melinda Crane, responsable de la correspondance politique pour Deutsche Welle, et ce sera mon honneur d'animer le débat. Comme vous le savez, lutter contre les inéquités et mettre fin à la pauvreté sont deux des objectifs centraux du programme 2030 de développement durable. Et nous ne sommes pas là où nous devons en être pour atteindre ces objectifs. Bien que certains pays sont parvenus à faire en sorte que des millions de personnes sortent de l'ornière de la pauvreté, il apparaît clairement que nous n'allons pas atteindre l'objectif 1 d'ici 2030, objectif qui est faire sortir tout le monde de la pauvreté. Et bien que et même là où la croissance a produit des gains, ces gains, en fin de compte, profitent davantage aux plus privilégiés qu'aux gens plus pauvres. Dans nombre de pays, certains secteurs de la société, les minorités, les femmes, systémiquement sont laissées à la traîne. Donc continuer sur la voie actuelle n'est pas une option si nous voulons vraiment faire en sorte que le développement fonctionne pour tous. Nous savons qu'il y a des choses. Nous connaissons les politiques qui ne fonctionnent pas. Mais quelles sont les politiques qui fonctionnent? Quelles sont les politiques qui sont efficaces dans les faits pour promouvoir l'inclusion? Nous savons également que la croissance se ralentit. La Banque mondiale et le FMI ont révisé leurs prévisions à la baisse. Et donc les pays font face à un défi à deux titres. Peuvent-ils promouvoir la croissance tout en luttant contre les iniquités? Ou bien y a-t-il un équilibre entre les deux? Nous savons que les chocs, les stress climatiques et les conflits affectent souvent les pauvres le plus. Comment donc renforcer la résilience et lutter contre les vulnérabilités? Aucune partie prenante ne peut agir à elle seule. Donc comment combiner les efforts pour faire en sorte que la croissance profite aux pauvres? Quelles sont les mesures qui tirent au mieux parti des nouvelles technologies et permettent de promouvoir les investissements du secteur privé et des ONG? Voici quelques questions que nous allons poser à notre panel, notre excellent panel, mais je voudrais, avant de les présenter, saluer nos événements en ligne. Nous avons une adresse live.worldbank.org/Making Growth Work for the Poor. Par la suite, nous allons également prendre quelques questions du public en ligne. Et si vous entendez quelque chose d'important, mesdames et messieurs, partagez-le. Nous, notre dièse est sur Twitter, End Poverty. J'ai maintenant l'honneur de présenter nos orateurs. Je le ferai rapidement. Et je vous demande de consulter le site web si vous voulez davantage d'informations détaillées. C'est un plaisir que de souhaiter la bienvenue à Carlos Urzúa, qui est le secrétaire de finances et de crédit public et qui a également été secrétaire aux finances du gouvernement de la ville de Mexico. Il a fondé et dirigé l'école de second cycle d'administration publique de l'Institut technologique de Monterrey. J'espère prononcer bien le nom de Koyona Goldberg, qui est économiste en chef du groupe de la Banque mondiale. Elle est également professeure à l'université de Yale et s'occupe du secteur public. À côté d'elle se trouve Domenico Siniscalco, qui est directeur et vice-président de Morgan Stanley, où il est responsable du bureau pays de l'Italie et couvre l'Europe et le Moyen-Orient pour les gouvernements. Il est ancien directeur général du Trésor italien et il a également été ministre de l'économie et des finances de l'Italie. Et enfin, c'est un plaisir que d'avoir parmi nous Esther Duflo, qui est professeure de lutte contre la pauvreté et d'économie du développement au département d'économie de l'Institut de technologie de Massachusetts, MIT, et cofondatrice et co-directrice du laboratoire d'action de lutte contre la pauvreté Abdul Latif Jamil. Je vais commencer par vous poser une question, secrétaire Urzúa. Il s'agit à la fois de la pauvreté et des iniquités. Votre pays est une économie émergente, mais un pays important parmi les économies émergentes. Mais les iniquités restent importantes. Le nouveau gouvernement a dit qu'il voulait à la fois promouvoir la croissance, lutter contre les iniquités et également lutter contre la pauvreté. Est-ce difficile d'essayer de faire tout cela à la fois? Eh bien, oui, ce sont des grands défis eu égard à la situation. Comme tout le monde le sait, la croissance se ralentit dans le monde entier et donc il est un petit peu difficile de lutter contre la pauvreté dans ce contexte. Mais nous essayons de ce faire
La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le Mexique, ce sont en fait 2 ou 3 pays, si vous voulez, sur un seul territoire. Au nord, dans les États du Nord, ce sont des États modernes qui ont une bonne croissance. Au sud, ce sont vraiment des États beaucoup plus à la traîne. Les taux de croissance sont très longs. Et au milieu du pays, dans le nord et centre du Mexique, à ce stade, il y a une croissance très accélérée. Donc au cours des 15 dernières années, les États du Sud, la croissance cumulée des États du Sud au cours des 15 dernières années était d'environ 23% sur 15 ans. Au nord, la croissance cumulée est environ le double, 46%. Et au nord-centre, dans la région nord-centre, ce serait 3 fois plus élevé, environ 69, 67, 68%. Bref, donc ce que vous avez, donc c'est un pays très hétérogène et bien entendu, on comprend rapidement que ce que nous devons faire, c'est de consacrer notre attention au sud du Mexique. Ça, c'est la première chose. L'essentiel de nos programmes sociaux, qui ne sont pas universels, et nos projets d'infrastructure publique se focalisent donc sur les États du Sud. Mais de manière générale, ce que vous pouvez faire pour lutter contre la pauvreté d'emblée, c'est tout simple. Nous avons augmenté le salaire minimum de 16% pour le ramener à un niveau de bienfaisance minimum. Cela n'a pas provoqué d'inflation, que je sache. Et cela fait 3 mois que nous avons appliqué ce nouveau SMIG. Et au nord du pays, où nous avons des prestations économiques en provenance des sociétés, nous avons augmenté le salaire minimum de 100%. Nous l'avons donc doublé. Et ça n'a pas provoqué d'inflation. Et de fait, et même l'emploi a augmenté. Donc ça, c'est la première chose. Dans notre cas, tout au moins, parce que nos salaires minimum étaient très faibles. Et donc, c'était quelque chose que nous pouvions faire d'emblée. Une autre chose que nous faisons d'emblée, c'est de lancer un programme pilote pour inclure les travailleurs domestiques dans le système de sécurité sociale. Ceci apportera des prestations essentiellement pour les femmes, et il s'agit de millions de femmes, et cela peut également énormément aider pour lutter contre la pauvreté. On focalise également les programmes sociaux sur la productivité. L'idée est de renforcer la productivité, mais également de promouvoir les actions collectives. Nous avons un programme. Il y a 300 communautés rurales, essentiellement des communautés autochtones, qui seront mises dans des réseaux de communication. Et ce sont les populations autochtones qui construisent les routes. On leur donne le financement et on leur donne le matériel de base, mais c'est eux qui décident tout le reste, et ça fonctionne assez bien. Merci beaucoup. Et je voudrais revenir aux disparités régionales que vous avez identifiées, mais je voudrais aller un petit peu plus en profondeur sur les équilibrages potentiels en écoutant Penny Goldberg. On nous rappelle que nombre de pays sont confrontés à une croissance assez lente cette année. Et donc, faut-il mettre les politiques d'inclusion en attente pendant qu'ils se focalisent sur la croissance? Y a-t-il un rééquilibrage à faire? Ou bien peut-on faire les deux choses à la fois? Pour répondre à votre première question, quant à savoir si les programmes d'inclusion sociale doivent être mis en attente, je dirais non. La raison est que il faut réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes confrontés à ce ralentissement de la croissance. Il n'y a pas de réponse facile, mais une réponse potentielle, c'est que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes sont provoquées par nous-mêmes à bien des égards. Nous avons des troubles sociaux dans nombre de pays développés, une rébellion contre la mondialisation et beaucoup de pression sur les institutions multilatérales, des tensions commerciales, une augmentation des dettes mondiales. Donc, vu tout cela, les gens sont assez pessimistes en matière de croissance. Si nous ralentissons nos programmes d'inclusion sociale, eh bien, nous pourrions aggraver les choses
Par exemple, les troubles sociaux pourraient devenir encore pires. Les tensions commerciales pourraient augmenter. Et donc, le résultat final pourrait être d'autant plus négatif sur la croissance. De manière plus générale, je dirais que le point de vue à l'ancienne, pendant beaucoup d'années, a été qu'il fallait que soit on pouvait avoir de la croissance, soit on pouvait avoir des politiques d'inclusion. Réduire les iniquités, pas uniquement lutter contre la pauvreté. La plupart des gens pensent que la lutte contre la pauvreté et la croissance vont de pair. Mais lorsqu'il s'agit d'iniquité, l'opinion conventionnelle, c'est il fallait donner la priorité à la croissance. Et il y a deux versions de l'argumentaire. Selon une version, eh bien, si l'inclusion sociale est importante pour nous, si nous mettons des programmes de protection sociale en place, alors nous pouvons créer davantage de problèmes et de dangers. Les gens ne sont pas motivés à travailler dur et à contribuer à la croissance. Et donc mieux vaudrait donner la priorité à la croissance. Et il y a une version plus bénigne de cet argumentaire qui dit en tant que décideur politique, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut consacrer votre attention sur la croissance de prime abord, c'est la priorité. Et la croissance peut alors avoir des retombées et provoquer d'autres bonnes choses pour l'économie. Mais dans tous les cas de figure, on place la croissance et une fois que l'économie se porte bien, on se préoccupe par ceux qui sont laissés à la traîne et les iniquités. Ceci est difficile à mettre en œuvre dans la pratique, en partie parce que une fois que l'on a créé des intérêts, il est difficile de retirer à ceux qui sont au nanti pour donner à ceux qui ont moins. Donc dans la pratique, ça ne fonctionne pas très bien. Donc il est difficile de redistribuer, mais en outre, je dirais que l'expérience récente suggère que en développant la protection sociale, en cherchant à donner une opportunité à tout le monde, en fait, on stimule la croissance. Donc, il pourrait également avoir une relation causale inverse entre la protection sociale, la lutte contre la pauvreté et la croissance. Merci beaucoup. Vous avez dit, Esther Duflo, que vous avez cofondé ce laboratoire de lutte contre la pauvreté afin de trouver des manières novatrices pour lutter contre la pauvreté. Et à juger par votre ouvrage, vous avez trouvé des manières novatrices de se faire. Veuillez nous citer quelques exemples probant de ce qui fonctionne. Avant de se faire, je voudrais revenir sur cette question de rééquilibrage. L'idée que soit on encourage la croissance, soit on aide les pauvres, soit on développe la protection sociale, cela impliquerait que l'on sait comment encourager la croissance. Et que ceci est en conflit avec les actions en faveur des pauvres. Et je ne pense pas que l'on sache véritablement comment encourager la croissance, certainement pas de manière constante. Le prix Nobel en économie vient d'être donné en partie à quelqu'un qui étudie cette question. Et malgré cela, je pense que le consensus dans la littérature macroéconomique, c'est que lorsque vous regardez les données, ce qui peut expliquer la croissance. Dans les pays développés, nous avons un bon sentiment de ce qui peut promouvoir l'économie en retirant certaines des distorsions les plus graves qui existent sur le marché du travail, le marché du crédit, etc. Ce qui crée alors libère des ressources qui peuvent être utilisées. Mais ce n'est pas que nous sachions comment créer la croissance et que nous savons que tel instrument est en conflit avec la protection sociale. Penny a donné un bon exemple. Avec les questions des incitations, ce n'est pas que nous ayons des éléments de preuve que la protection sociale crée des incitations perverses qui découragent les gens de travailler et par conséquent de participer à la croissance. Ce que nous savons, par contre, c'est que si l'on investit dans le capital humain, défini au sens large, santé, éducation, lorsque la croissance advient, alors il est plus vraisemblable que les pauvres puissent monter à bord et participer aux fruits de la croissance. Et donc la croissance devient plus capable de lutter contre la pauvreté et de donc réduire les iniquités. Une autre chose que nous savons par ailleurs, c'est que au cours des 10 dernières années, il y a eu des progrès énormes réalisés
dans nombre d'indicateurs de capital humain, santé, éducation, etc., qui proviennent pas tellement d'une augmentation de la croissance, mais de polices focalisées, notamment dans les pays en développement, sur ces problèmes. Et souvent, il ne s'agit pas de financement, mais il s'agit de se focaliser sur le problème et de trouver les bons éléments de preuve et appliquer les méthodes efficacement. Par exemple, si vous prenez le Guatemala et le Sri Lanka, ils ont un PIB très semblable par habitant. Le taux de mortalité des moins de 5 ans au Sri Lanka est de 8,6, ce qui est juste au-dessus des États-Unis, ce qui était donc un bon résultat. Et au Guatemala, ce taux est de 26,5. Donc clairement, il s'agit d'en faire une priorité et d'appliquer les bonnes politiques. Donc il est vrai que dans le travail du réseau et des gens qui ne font pas partie du réseau, on accumule des éléments de preuve et ça prendrait trop longtemps pour citer tous les exemples, mais un exemple dont on a connaissance, concerne le paludisme. Le nombre de morts dues au paludisme s'est réduit de 75% au cours de la décennie récente. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, mais la raison principale est la distribution de filets anti-moustiques. Il fallait beaucoup de recherches. On connaissait les faits scientifiques, mais il fallait beaucoup d'expériences scientifiques pour obtenir un consensus autour de l'idée que la distribution en masse de ces filets anti-moustiques était la bonne façon de procéder. Et les pays l'ont fait, et nombre de pays en Afrique. Et lorsque vous regardez la carte, on voit clairement que la distribution de ces filets est responsable. Nature dit qu'il y a 540 millions de morts évitées grâce à ces filets. Donc il ne s'agit pas tellement du financement, il s'agissait d'établir la bonne façon de faire en sorte que la population ait accès à cette technologie. Et il n'y avait pas vraiment de débat. Il y a eu beaucoup d'expériences et maintenant il y a un consensus, ce qui a fait une énorme différence. C'est une question de vie et de mort pour des millions de personnes. Merci beaucoup. Domenico Seniscalco, nous regardons la situation mondiale en 2019. Malgré la croissance assez solide l'année dernière dans nombre de pays, nous n'avons pas vu une reprise complète de la crise financière, même 10 ans après la crise. Que peut faire le secteur privé, particulièrement votre secteur? Vous portez différents chapeaux, mais vous êtes néanmoins un banquier. Que peut faire donc le secteur privé et le secteur financier pour encourager la résilience aux chocs économiques et financiers potentiels? Clairement au sein des institutions financières, mais au-delà de cela, au sein des gouvernements et dans les populations. Merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, je vois un intérêt renouvelé, tout au moins en Europe, pour les questions sociales et environnementales, et notamment chez les jeunes. Nous avions à Milan, il y a un mois, une démonstration pour le changement climatique, une manifestation contre la pauvreté et pour l'inclusion, où 100 000 jeunes ont manifesté. Et donc si le public commence à s'approprier ce type de valeurs, ce qui semblait ne pas être le cas il y a 2, 3, 4 ans, pour de raisons multiples, eh bien c'est très utile. Ce que nous voyons, c'est un intérêt renouvelé également du secteur privé. Ils mettent en place des programmes d'investissement qui vont dans ce sens. Et l'on voit une recrudescence des obligations vertes, des obligations qui financent ce type de questions environnementales et d'infrastructures. Et pour la première fois, je vois également l'apparition de fonds verts. Des fonds qui achètent des titres, que ce soit des obligations ou des actions. Je crois que les interventions directes pour lutter contre les pauvretés et les iniquités sont très utiles plutôt que les redistributions plus conventionnelles. Cela peut se passer avec l'infrastructure, l'énergie, les écoles.
la santé et peut-être d'autres domaines. Donc mettre en place petit à petit ou aussi rapidement que faire se peut, bien entendu, des instruments qui permettent au marché de capital de cibler leurs investissements dans ce sens est important. Ceci étant, et je conclurai là, ce n'est pas le seul instrument qu'il faut appliquer, mais c'est plutôt une politique ou une voie vers le développement que nous devons mettre en place. C'est de longue haleine, il faut reconnaître, comme nous disions, que les iniquités et les pauvretés peuvent être nuisibles à la croissance si cela provoque des troubles sociaux, même dans mon pays. Cela reflète une augmentation des iniquités. Mon pays, l'Italie, un pays développé, bien entendu. Et donc, il faut des actions concertées dans ce sens. Plutôt que privilégier un instrument plutôt qu'un autre de manière isolée. Et comme Penny Goldberg l'a dit, il y a un lien clair entre les troubles politiques actuels en Italie et les iniquités que nous avons vues. Une croissance très importante des iniquités. Je reviendrai à vous, Penny Goldberg, mais une question de suivi. On entend davantage de sociétés maintenant qui manifestent leur appui pour les ODD, y compris la durabilité sociale et pas uniquement environnementale. Mais dans quelle mesure est-ce vraiment un engagement sérieux, particulièrement... Oui, c'est sérieux. Parce que si c'est sérieux, est-ce que cela n'impliquerait pas un effort mondial de véritables réformes fiscales? Nombre de PDG, je pense, en souffrirait personnellement. C'est clairement sérieux parce que, encore une fois, comme mon pays le montre, mais mon pays est un pays parmi tant d'autres, si vous voulez emporter des élections, vous devez tenir compte des troubles sociaux ou des iniquités croissantes, etc. Les anciens modèles de mondialisation ne sont pas très populaires. Vous ne gagnerez pas vos élections comme cela. Donc, ceci est ressenti de plus en plus, même si, bien entendu, il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas important. Je ne veux pas brosser un tableau rose, parce que la situation est plutôt une mosaïque de choses différentes. Comment procéder? Eh bien, ça dépend de bon nombre de choses. Il est difficile de promouvoir la croissance, bien entendu. Il est difficile de promouvoir la protection sociale. Mais encore une fois, d'après moi, ceci est davantage lié à l'infrastructure sociale, si vous voulez, plutôt qu'à la redistribution plus conventionnelle. Aussi parce que nombre de personnes qui se figurent parmi les plus pauvres, peut-être pas en Italie, mais dans les pays en développement, nombre d'entre eux n'ont même pas un compte en banque ou accès aux bons mécanismes. Donc certaines mesures ne fonctionnent pas pour eux. Donc si vous pouvez apporter une infrastructure pour eux, ça aidera. Penny Goldberg, vous avez un commentaire? Je voulais ajouter 2 commentaires. Tout d'abord, sur ce que je disais auparavant, pour réduire les iniquités et les pauvretés, on pourrait promouvoir la croissance. Ce n'est pas uniquement dû aux troubles sociaux, c'est également dû à une autre raison qui est peut-être plus importante encore, à savoir dans les sociétés inégales, beaucoup de personnes n'ont même pas l'opportunité de contribuer à l'économie, à la société. Et c'est peut-être ceux qui ont le plus de compétences, on ne le sait pas. C'est un argument que l'on fait souvent lorsqu'il s'agit des femmes. Une des raisons pour lesquelles vous voulez éduquer les femmes, éduquer les filles et les incorporer dans le marché du travail est que cela génère de la croissance. J'ai toujours une certaine réticence à insister sur cet argument, bien que je sois économiste, parce que cela présente l'éducation comme étant la façon de promouvoir la croissance, l'éducation des filles comme étant une façon de promouvoir la croissance, plutôt que de présenter cela comme un droit fondamental des filles. Donc, je me trouve un petit peu dans une position ambivalente lorsque je parle de ces questions, mais néanmoins, il y a des raisons économiques qui devraient vous pousser au sein d'une société à tirer parti des plus capables, qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de ressources. Ça, c'était mon premier commentaire. Deuxième commentaire, je pense qu'il était important de garder à l'esprit et de souligner que la croissance reste très importante pour la lutte contre la pauvreté. Il ne faut pas l'oublier, parce que parfois je me préoccupe que l'on peut aboutir à l'autre extrême où on insiste trop sur l'inclusion sociale
et la réduction de la pauvreté et les iniquités. Et l'on oublie que peut-être la manière la plus rapide de lutter contre la pauvreté, c'est grâce à la croissance. Et nous avons l'expérience de l'Asie de l'Est qui a atteint une réduction sans précédent de la pauvreté. Et si vous regardez l'expérience de l'Asie de l'Est, tout d'abord, il y a la question que Esther a posée. Comment ont-ils atteint la croissance? C'est une question très intéressante. Et c'est sans doute une question... La question... enfin, le fait est que nous ne savons pas toujours comment créer la croissance. Mais si nous créons la croissance, cela mènera à une réduction de la pauvreté, et peut-être pas des iniquités, mais de la pauvreté de manière générale. Et si vous regardez l'expérience de l'Asie de l'Est, eh bien... la lutte contre la pauvreté était un de leurs objectifs, outre la croissance. Ce n'était pas uniquement la croissance pour la croissance, c'était la croissance pour un objectif, à savoir lutter contre la pauvreté. Et ils étaient très prudents dans la mise en œuvre. Donc ils ont cherché à tirer au clair les détails. C'est une autre leçon de l'expérience. Il ne suffit pas que d'avoir les bons idéaux et les bons objectifs, et même les bons cadres et les bons concepts. Les détails de la mise en œuvre sont importants également. Secrétaire Ozoa, plusieurs orateurs ont parlé de l'importance de l'investissement dans le capital humain afin de réduire, de lutter contre la pauvreté et les iniquités. Et vous avez parlé des déséquilibres entre les différentes régions de votre pays. Est-ce que cela veut dire que vous focalisez davantage sur les lieux que sur les personnes? Ou bien direz-vous que néanmoins, il s'agit d'une stratégie axée sur le capital humain? Nous sommes préoccupés de toute la population. Les services d'éducation au Mexique ne sont pas bons par rapport aux normes internationales, donc c'est quelque chose qu'il faut corriger. Une partie du problème, c'est que l'éducation publique au niveau primaire est dirigée par l'État. Nous sommes une république fédérale, ce qui complique les choses, parce que vous trouverez des niveaux très différents de niveaux des écoles à travers le pays. Mais dans le cas d'investissement dans le capital humain, les services sanitaires, les services de santé sont encore plus importants que les services d'éducation. Au Mexique, si les services d'éducation ne sont pas très bons, eh bien les services de santé sont extrêmement mauvais, je dirais. Et donc, nous devons nous occuper de cela également. Et l'un des problèmes, c'est que les services sanitaires au Mexique sont apportés pour les gens qui ne sont pas dans le système de sécurité sociale, sont apportés par l'État. Et donc, nous devons permettre au gouvernement fédéral et ainsi que les gouvernements des États fédérés d'améliorer les services de santé. J'insisterai également, comme Penny l'a dit, sur l'importance de la croissance et notamment l'importance qui est très claire des investissements. Une des raisons pour les faibles taux de croissance, c'est simplement parce que les investissements publics sont très faibles par rapport aux normes internationales. Les investissements privés se portent bien, mais les investissements publics sont très faibles. Ils représentent environ 2,5% du PIB, ce qui est très faible. Et donc, nous devons augmenter cela. Et nous devons également renforcer la qualité des investissements. L'effet multiplicateur de l'investissement public dans l'éducation est inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays dans l'Amérique latine. C'est dû à la corruption, c'est dû à la mauvaise planification et d'autres choses. Je pourrais vous citer un exemple. Au cours de la dernière administration, il devait y avoir un train qui irait de l'État de Mexico, juste en dehors de la ville de Mexico, donc jusqu'à la ville de Mexico, un train de banlieue, quoi, qui devait coûter 29 milliards de pesos. Ils ont dépensé 2 fois plus, pratiquement 60 milliards de pesos. Et le train n'est pas fini. On estime qu'il faudra 29 milliards de plus pour que le système soit mis en place. Et c'est dû à une mauvaise planification parce que il ne passe pas par l'aéroport à Toluca, qui est la capitale de cet État. Donc, il faudra également investir davantage simplement pour relier ce réseau à l'aéroport. Donc l'investissement est très important, mais
nous n'avons pas beaucoup de financement pour ce faire. Et ce que nous aimerions avoir, c'est d'utiliser l'investissement public en tant que démarrage, fonds de démarrage pour les investissements privés. Notre intention est donc de nous doter d'un système de transport qui relierait en fait les deux côtés du pays, les deux côtes du pays, par train, donc du côté atlantique et du côté pacifique, par route et par chemin de fer. Et nous aurons également des oléoducs et gazoducs reliant les deux côtes. Et cela vient évidemment des investissements privés et évidemment, tout le long du chemin à faire, il serait intéressant aussi de se doter d'infrastructures parce que nombreuses sont ces populations. Par exemple, la région de Oaxaca est relativement pauvre par rapport à d'autres. Et il doit y avoir aussi des opportunités d'investissement, investir dans l'énergie éolienne ou mais de façon, enfin dans d'autres alternatives aussi, mais de façon novatrice, ne pas se doter que d'une seule et unique source d'énergie, mais veiller à ce que les différentes communautés, comme le fait Oaxaca à l'heure actuelle, d'avoir aussi des impôts locaux qui seraient imposés sur les petites sociétés ou sur les entreprises afin de, comment dirais-je, afin que cela soit transféré aux habitants, aux personnes riveraines de ces infrastructures et de ces routes ou chemins de fer. Encore une fois, je vous demande quelque chose au sujet des disparités régionales, justement. La pauvreté rurale et l'agriculture, la plupart des pauvres au Mexique, on le sait, sont des agriculteurs, de petits agriculteurs ou exploitants agricoles qui cultivent la terre. Quelques mots sur les efforts de votre pays pour améliorer la sécurité alimentaire et la production agricole, le point de mire du gouvernement depuis quelque temps, mais où sont les plus gros défis, justement? Eh bien, le manque de capital est l'un des plus grands défis, d'une part, pour les plus pauvres dans le Sud. Il y a un nouveau programme qui est en train de traiter directement et de front ce problème. L'idée est de fournir des fonds ainsi que des services consultatifs, des conseils aux plus pauvres, les plus pauvres des pauvres, et par rapport aux bois d'œuvre et aux fruits cultivés dans une zone de quelques 1 million d'hectares. C'est un programme particulièrement ambitieux qui sera, nous espérons, qui est censé améliorer les conditions de vie, la qualité de vie et les moyens de subsistance des plus pauvres. Quelques mots sur le problème de la pauvreté et de la distribution. Ça peut prêter à confusion, comme on l'a déjà dit. On peut voir en Amérique latine des pays où la pauvreté est mauvaise et la communication, ou le niveau de pauvreté, bon, la ville de Mexico est un cas de figure, mais il peut y avoir des pays où le niveau de pauvreté est relativement acceptable, dirais-je, mais encore une fois, la distribution, la répartition du revenu est mauvaise, des recettes est très mauvaise. C'est le cas du Chili, par exemple. Et l'une des raisons pour cela est que, justement, c'est le système fiscal qui est mauvais au Chili. Par exemple, il y a des impôts indirects, par exemple la taxe sur la valeur ajoutée, qui peuvent s'avérer positifs, mais pas toujours très progressistes, et où il n'y a pas forcément une composante ou un mécanisme de répartition ou répartition, redistribution des recettes. Oui, ce qui frappe les plus pauvres, effectivement. Madame Duflot, parmi vos observations dans le domaine de l'économie, les marchés, vous avez dit, sont souvent au détriment des pauvres, ou beaucoup de pauvres doivent assumer énormément de responsabilités pour trop d'aspects. Qu'est-ce que ça veut dire pour les décideurs politiques, justement? Et que peuvent-ils faire pour traiter de ces problématiques, justement, et les solutionner? Je pense que l'élément fondamental ici est ce qu'évoquait Penny sur la qualité de l'exécution des programmes, de la mise en œuvre. C'est là toute la différence entre l'intention et la concrétisation d'un programme. Bien évidemment, l'intention, c'est tout à fait louable, mais il faut bien pouvoir concrétiser, mettre en œuvre les programmes sur le terrain. Et ça n'est pas toujours possible dans la pratique. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut insister sur les réformes politiques. Il y a parfois le souhait de faire une grande différence dans ce que vous voulez réaliser, mais il faut pouvoir vous munir des outils nécessaires pour le faire, avoir l'énergie de se faire, et tout le travail de fond, parfois laborieux, et qui fait partie intégrante d'une grande aspiration politique, mais pour passer à la réalisation, c'est une autre paire de manches. Un exemple spécifique que l'on cite souvent quant à cette idée selon laquelle les plus pauvres portent le fardeau de la responsabilité plus importante pour leur vie, pour l'acheminement de leur vie, les nantis dans les pays pauvres, et d'ailleurs dans les pays nantis aussi. Et bien là, on fait référence au fait que, justement, dans nos sociétés, par exemple,
si on ne prend pas de décision, quelle qu'elle soit, pour vos choix, pour votre vie, vous ne serez pas sur la bonne voie. Enfin, ce n'est pas ce n'est pas très difficile d'immuniser vos enfants. Si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Ici, dans nos pays, les campagnes d'immunisation, vous pouvez vous doter de certificats, etc. Mais vous allez en Inde, par exemple, si vous voulez immuniser, vacciner vos enfants, vous devez passer par toutes sortes d'obstacles. Disons, vous devez vraiment... Bon, si vous êtes employé sur une parcelle agricole aux États-Unis, vous aurez la sécurité sociale, vous aurez un plan de retraite et un plan d'épargne, etc. Donc, de toute manière, même si vous ne faites rien, il y aura déjà un peu de fonds, de sous mis de côté pour votre retraite. Si vous êtes petit agriculteur au Rwanda, par contre, c'est une autre histoire. Si vous n'épargnez pas vous-même pour votre retraite, eh bien, vous n'aurez rien pour vos vieux jours. Et donc, l'un des objectifs ou l'un des moyens d'améliorer la vie des pauvres, justement, eh bien, c'est en tentant de reproduire cette espèce d'aisance que nous avons nous-mêmes dans notre quotidien, où nous pouvons prendre des décisions qui ne seraient pas forcément très intéressantes pour nous, mais pour que d'autres puissent les faire, à moins qu'on ait des avis très tranchés à ce propos. Mais surtout d'importer certaines de ces idées dans la vie des personnes, des populations pauvres dans les pays les plus pauvres, accès aux services sociaux, prestations sociales, services de santé, pour rendre cet accès beaucoup plus facile. Donc il faut se doter d'infrastructures pour ce faire, des petites incitations, de petits incitatifs ici et là, tels que d'exploiter les réseaux sociaux, afin que les uns et les autres, ces personnes puissent faire justement ce qu'elles souhaiteraient faire, s'occuper d'elles-mêmes et soigner leurs enfants, et s'occuper de leurs enfants pour améliorer le capital humain, in fine. Et voilà qui est finalement pas si onéreux que cela. Au fait, je ne dis pas non plus, les deux sont aussi importants. Il est clair que la réduction de la pauvreté, les grandes réussites ont été en Chine, par exemple, d'autres pays. Mais il faut faire une distinction aujourd'hui, je crois, entre les pays à revenus intermédiaires et les pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, très très pauvres, disons. Dans les pays les plus pauvres, il y a un potentiel de croissance, disons, pendant une certaine période de temps, disons, pour passer de là où ils sont au jour d'aujourd'hui à un niveau un peu plus amélioré de revenus. Donc, en se dotant de politiques tout à fait évidentes, manifestes, marché du travail, population active, fournir de l'emploi, la possibilité de créer son entreprise, PME, etc. Dans les pays à revenus intermédiaires, eh bien, c'est bien plus flou ce qui se passe. C'est moins clair que l'on comprend justement ce qu'il faut faire très exactement. Mais même dans les pays à revenus intermédiaires, justement, il y a encore beaucoup de pauvres dans ces pays, dans les revenus intermédiaires. Des populations très pauvres dont la vie pourrait se voir améliorée justement en adoptant un certain nombre de mesures en ce sens, en rationalisant, en simplifiant surtout les mécanismes qui ont la prestation, la sécurité financière, assurance, investissement dans le capital humain des ménages et pour leurs enfants aussi. Cela requiert que nous nous penchions sur les détails, sur les menus détails, sur les rouages, davantage de preuves concrètes sur la manière de procéder de façon efficace, mais c'est tout à fait possible. Et d'une certaine manière, il faut insister sur le fait que dans un pays comme l'Inde, par exemple, même si il y a eu des améliorations, il y a encore énormément de possibilités, avec les ressources à disposition, d'améliorer la vie d'autres personnes, d'autres populations pauvres. Et j'ai tendance à croire, même si je n'ai pas des preuves pour étayer cet argument, mais à l'avenir, il conviendra de munir les populations de moyens de profiter de n'importe quel facteur déclencheur de contribuer à l'économie. Monsieur Domenico, les co-auteurs avec lesquels vous aviez œuvré et travaillé avaient examiné les opportunités d'opérations opérations bancaires mixtes. À votre sens, quelles sont les approches inédites qui font partie du secteur privé, qui peuvent être exploitées au niveau du secteur privé, que nous pourrions mobiliser? Bon, on a déjà parlé des microcrédits et on ne va pas forcément revoir la question du microcrédit, mais quelles sont les autres approches novatrices dont on pourrait se doter, y compris les nouvelles technologies, justement? Eh bien, à ce propos, il faut examiner les nouvelles sources d'inégalité aussi et de pauvreté qui sont de plus en plus dangereuses et qui portent de plus en plus de risques. Par exemple, le changement climatique, les extrêmes, les aléas climatiques, les catastrophes naturelles. Et bon,
Parfois, il y a des des ouvrages d'art qui sont merveilleux, mais il est clair que quelqu'un qui essaye de lutter contre les aléas du changement climatique, si vous devez lutter contre des catastrophes naturelles, vous ne pouvez de toute manière même pas vous rendre à l'école ni au travail parce que il y a trop de catastrophes naturelles, et puis vous vous retrouvez dans cette espèce d'ornière dont parlait Penelope, et non, cette espèce de capital humain gaspillé, désœuvré en quelque sorte. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et les infrastructures environnementales, les politiques environnementales, écologiques, pourraient s'avérer particulièrement importantes dans ce sens. Autre source d'inégalité, il conviendrait de combattre l'inégalité ou les inégalités numériques digitales, parce que dans la trajectoire de développement, si vous ne maîtrisez pas quelque peu les technologies numériques, les technologies d'Internet, etc., eh bien, vous ne vous retrouvez comme tous les autres analphabètes d'il y a 50 ans, pardon, 100 ans, d'une centaine d'années. Eh bien, et je comprends d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les tentatives qui ont été adoptées pour créer des réseaux, réseauter, davantage de communication numérique, digitale en Afrique, géospatiale, etc. Et bon, ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais lorsque l'on examine ces nouvelles sources d'inégalité et lorsque l'on essaye de concevoir parallèlement de nouvelles mesures et des investissements permettant de réduire les inégalités, eh bien, il faut tenir compte des accès à la technologie, justement, et de l'alphabétisme technologique. Alors, nous avons un certain nombre de personnes ici dans l'audience, et je pourrais aussi... Il y a une question qui a été posée par Patricia Mukumbuta. Quels ont été les moteurs de réussite dans certains cas où, justement, la croissance a extrait une proportion significative de la population de la pauvreté? Veuillez citer des exemples, s'il vous plaît. Encore une fois, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le cas de la Chine, en Asie, où dans les 40 dernières années, 850 millions de personnes se sont vues extraites de la pauvreté. Et permettez-moi de rajouter quand même une réserve ici. Lorsqu'on parle de pauvreté dans ce contexte, on parle de pauvreté extrême, n'est-ce pas? Et donc on parle de 1,9 $ par jour gagné par... c'est une mesure particulièrement... restreinte de la pauvreté, particulièrement étroite, mais c'est une mesure sur laquelle nous avons insisté, ce que nous avons souligné, et selon cette mesure, à l'aune de celle-ci, eh bien, la Chine a connu une bonne performance, et puis des autres économies de l'Asie de l'Est aussi. Quels sont les moteurs principaux? Je dirais qu'au premier regard, ce serait l'économie générale, de manière générale, qui fonctionne. Ce sont des questions d'avantages comparés. C'est une région du monde qui a été abondante en matière de main-d'œuvre sans compétences. Et bon, cet avantage comparé a été exploité, et donc ils ont procédé très rapidement en Chine, par exemple. Tout d'abord, parce qu'il y avait beaucoup de main-d'œuvre non qualifiée. Alors ça a été un grand moteur de croissance. Ensuite, un certain nombre de prescriptions ont été adoptées, même épousées. Prescriptions de la Banque mondiale ou du FMI, comme partie intégrante du consensus de Washington, qui se sont vus critiquées à plusieurs reprises. Mais à partir du moment où le secteur privé, le commerce international et la libéralisation des marchés ont été adoptés, eh bien, ce qui est curieux, c'est que à partir de ce moment où ce modèle a été pointé du doigt et critiqué davantage comme étant un modèle qui avait un peu laissé de compte une partie du monde, eh bien, ce modèle a commencé à porter ses fruits. On l'a constaté, et est devenu particulièrement fructueux pour cette région du monde, et a été donc bien éprouvé. Et lorsque l'on examine l'historique de toutes les réformes menées en Chine et de la croissance de la Chine, le tableau semble être plutôt mitigé. Disons, d'entrée de jeu, il y a quand même eu réduction de la pauvreté importante. C'était une des principales priorités de ce pays. Il ne s'agissait pas que de croissance, mais de réduction de la pauvreté. Et ils ont insisté sur cela. Nombreux sont ceux qui réfléchissent à ce qui était le moteur peut-être des politiques industrielles judicieuses, d'aucuns diraient. Mais un autre aspect de ce qui s'est passé en Chine, c'est que les décideurs politiques ont été très judicieux dans leurs réformes pragmatiques. Ils ont mis à l'essai certaines petites évolutions à petite échelle, puis ils sont passés à plus grande échelle. Ils ont intensifié les réformes, ils ont amplifié. Et on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais au niveau de la mise en œuvre, eh bien, il faut savoir que c'est important aussi. Et d'ailleurs, les Chinois disent que de traverser le Rubicon en le remplissant de pierres, de cailloux, eh bien, c'est une des façons de traverser un fleuve. Et ça peut être assez intéressant d'examiner pour nous, justement, pour reproduire ailleurs. La banque
dit qu'il est essentiel, fondamental, de voir comment nous mesurons la pauvreté extrême ou la pauvreté modérée, et que ce sont des mesures, celles que nous avons, qui sont relativement étroites. Et dans ce domaine, la Banque a justement mis au point son indice du capital humain, et là, on recommande justement une mesure pluridimensionnelle de la pauvreté. Pouvez-vous en parler un peu? Parce que la Banque constate que ça va peut-être modifier la manière dont sont adoptées les politiques. Je sais qu'au Mexique, on se sert d'une telle mesure, et peut-être que le secrétaire Ozoa pourrait également parler de son expérience. Oui, en effet, au jour d'aujourd'hui, la mesure que nous avons, c'est le salaire de 1,9 $ par jour, d'autres disent 3,2, 3,4, que sais-je, dollars. Mais ce sont toujours des mesures basées sur le salaire ou le revenu d'une personne. Alors, on sait que le fait d'être pauvre, c'est bien plus que le fait que l'on reçoit peu d'argent. Le capital humain est une dimension essentielle aussi de la pauvreté. Et le capital humain, d'ailleurs, je dois insister au niveau de la banque, signifie autre chose que ce que cela signifie en dehors de la banque. En dehors de la banque, on entend capital humain comme vouloir dire simple éducation. À la Banque mondiale, ça veut dire et éducation et santé. Le fait d'avoir accès à la santé publique, aux soins de santé fiables et accès à l'éducation simultanément, voilà qui constitue vraiment ce qui renforce le capital humain du point de vue de la Banque mondiale. Comme vous le savez sans doute, au cours des quelques dernières années, la Banque a procédé à des investissements dans le capital humain et en a fait sa priorité numéro 1. Et d'ailleurs, c'est d'autres programmes, et j'ai bon espoir que nous continuerons dans ce sens par rapport à l'indice du capital humain, le capital humain tout simplement. Donc, avec plusieurs piliers, mesurer l'indice du capital humain, premièrement, en tentant de fournir un cadre permettant de mesurer d'abord le capital humain ou l'indice du capital humain aux quatre coins du monde, quelque chose qu'on ne peut pas de toute manière prouver non plus, tant que ça n'est pas mesuré. Et puis ensuite, une composante politique essentielle, donner aux décideurs politiques l'information nécessaire leur permettant de savoir ce qu'il faut améliorer et ce qu'ils doivent améliorer eux-mêmes, les réformes à adopter. Une fois que vous avez cette information entre les mains, les initiatives, traiter de problématiques, quelles sont les interventions qu'il convient d'adopter afin d'améliorer l'éducation, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé publique dans de nombreux pays en développement. Et il y a énormément de projets et de travaux particulièrement intéressants menés au sein de la banque ou à l'extérieur de la banque. Secrétaire Ozoa, vous pouvez aussi parler de cette mesure de la pauvreté pluridimensionnelle. Nous avons calculé avec ces nouvelles mesures, nous avons utilisé ces mesures au Mexique déjà depuis une dizaine d'années, et cela fait toute la différence. Parce que lorsque vous examinez que les mesures revenus, dites de revenus, basées sur le revenu, eh bien, on a 11 millions de personnes vivant en pauvreté extrême au Mexique de quelques 120 millions d'habitants. Mais lorsque l'on tient compte de tous ces facteurs polyvalents, pluridimensionnels, eh bien là, la pauvreté passe de 11 millions à quelques 55 millions. Voyez-vous, c'est une énorme hausse. Une hausse significative, et c'est là qu'on voit toute la différence. Donc, si vous basez tout sur le revenu, bon, alors là, évidemment, vous avez des liens avec la conjoncture économique d'un pays et beaucoup d'évolutions. C'est pour cela que ça ne représente pas toujours assez bien le problème lorsque tout est lié à la conjoncture économique. Alors que les mesures multidimensionnelles, eh bien, vous donnent quelque chose de plus stable et moins lié justement à la conjoncture économique et non pas dépendante sur des cycles, ces mesures. Et donc, vous avez un meilleur suivi de ces mesures, justement, au fil du temps. Cela, vous pouvez le faire, évidemment. Évidemment, vous vous rendez compte d'un seul coup qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vivent en état de pauvreté, pauvreté extrême, mais de toute manière, les simples mesures basées sur les revenus sont trop étroites et ne sont dépendantes que d'un facteur finalement. L'accès à la santé publique, aux services de santé, cela fait partie d'une mesure multidimensionnelle, pluridimensionnelle. Permettez-moi de poser des questions sur le secteur de la santé publique dans votre pays, justement. Et d'ailleurs, il y a une question en ligne qui nous vient de Joséphine Eliane, qui pose la question de savoir comment pouvons-nous influencer une répartition rationnelle et logique des services de santé dans des pays où sévit la corruption. Et d'ailleurs, cela cadre avec la prochaine question la question suivante que j'avais pour vous. On parle des défis auxquels font face vos pays ou auxquels font face votre pays. En partie, l'État est responsable et de l'éducation et des plus jeunes, disons, et de la santé. Et vous avez tout de même des sociétés privées qui œuvrent dans les deux secteurs au Mexique.
Et donc, par rapport au rôle du secteur privé, dans quelle mesure, justement, est-ce que cela peut renforcer l'inégalité dans un pays en donnant finalement essentiellement davantage d'alternatives à la classe moyenne, mais pas forcément aux plus pauvres? Corruption plus rôle du secteur privé dans la santé, surtout. Alors, la corruption d'abord est un gros problème au Mexique et dans d'autres pays. Certes, c'est l'un des principaux facteurs de faible croissance au Mexique d'ailleurs et dans de nombreux autres pays qui souffrent de cette maladie. À ce propos d'ailleurs, au niveau du nouveau gouvernement, nous tentons de prendre à bras le corps la corruption de façon décisive, déterminée. Et là, je parle du gouvernement actuel où nous centralisons la plupart des acusirios, processus de passation de marché public au niveau du ministère des Finances, afin d'avoir autant de mains humaines que possible dans le processus, disons, la corruption, de retirer autant de corrompus que possible de ces services. Et au niveau de l'État, la corruption peut s'avérer problématique aussi. Dans le cas d'unités, d'hôpitaux, etc., qui ne font pas partie du système social officiel, disons, eh bien, ils peuvent s'avérer des facteurs importants dans la prestation de services de santé, dans la fourniture de ces services. Au niveau de l'éducation, nous essayons d'avoir des accords entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des États pour pouvoir administrer et gérer les services de santé ensemble et de lier ces services aux services fournis dans le cadre du système de sécurité sociale qui dispose de meilleurs hôpitaux, hôpitaux plus efficaces, etc. Et donc, le problème existe, certes, et la seule manière de solutionner cela dans une certaine mesure est de faire intervenir tous les acteurs, toutes les parties prenantes. La deuxième question concerne comment une société privée, une entreprise privée peut accroître, améliorer la distribution du revenu, si j'ai bien compris, ou plutôt je crois que c'est inversement qu'il faut voir la chose. Tout d'abord, les 10% au Mexique qui ont accès aux services de santé du secteur privé et les payent d'ailleurs. Moi-même, je fais cela. J'ai un service santé publique privé et public en fait. Et le fait que je dispose des deux, évidemment, peut m'aider beaucoup. Parce que j'ai et santé publique et en fait j'ai mon assurance privée qui me permet aussi de disposer de prestations de santé privée, disons. Et donc même tout simplement avoir des installations, des hôpitaux publics, c'est très utile, cela aide beaucoup. Mais même 45% de la population ne peut même pas se permettre, ne peut certainement pas se permettre des services de santé fournis par le secteur privé. Et alors dans ces cas-là, nous essayons de faire intervenir le système de la santé publique et pour qu'in fine il y ait couverture sanitaire universelle, comme pas forcément aux États-Unis, mais d'autres pays tels que l'Angleterre, couverture de santé universelle. Mais cela va nécessiter énormément de travail, énormément d'argent, un effort assez significatif à abattre. Mais ce sont les moyens dont il faudra se doter, mais ça prendra beaucoup de temps. Je voulais ajouter quelques mots sur la corruption. Il me semble que l'on insiste parfois trop sur la corruption. Disons, évidemment, la corruption n'est pas une bonne chose, loin s'en faut. Mais lorsque vous essayez de faire quelque chose qui diffère de là vers quoi le marché penche, il y a tendance pour les populations de vouloir aller contre cela. Ainsi va la vie, et alors, il en va de l'être humain, tout simplement. La corruption figure dans les journaux tous les jours, défraie la chronique au quotidien, et on parle de cela aux États-Unis dans les collèges et universités privées, beaucoup de corruption. Et donc, ça fait partie du problème. À chaque fois qu'il y a ce genre de problème, il y a des questions de coûts qui entrent en compte, et cela contribue évidemment à la méfiance énormément à la méfiance qu'ont les uns et les autres vis-à-vis le gouvernement. À chaque fois qu'il y a des gouvernements, il y a corruption. Mais ce n'est que la nature de la négociation ou du processus. Lorsque l'on veut procéder de façon différente à louer des biens ou des services et non pas pécuniers, eh bien, il y a d'autres bienfaits, mais avec des problèmes pécuniaires, on va contre ce mouvement. Et c'est là où le bas blesse.
toujours insister sur le fait que le gouvernement est corrompu, etc., etc., eh bien cela sape la confiance des personnes, des populations, alors qu'il y a d'autres problèmes. Et les programmes sociaux doivent être structurés de manière à ce que la possibilité de corruption se voit limitée. La marge de manœuvre pour la corruption, eh bien, existe moins et rétrécit. Voilà. Et donc, je crois qu'une organisation telle que la Banque mondiale a un rôle important à jouer, justement, lorsqu'il s'agit d'essayer de nuancer quelque peu le ton du récit, du discours, et ne pas se concentrer que sur les pays pauvres et les gouvernements des pays pauvres, mais aussi à chaque fois que l'on mène ce genre d'activité, voir ce qui se passe ailleurs. Et quelles sont les contreparties aussi, réfléchir aux contreparties, comme le disait Monsieur le ministre. Un système qui est complètement rigide, mais démocratique, mais où il y a peu de corruption, il y a peut-être aussi moins de place pour pouvoir discuter de différentes choses. Il faut pouvoir lancer des ballons d'essai, expérimenter ça et là, et se ménager suffisamment de jeux de coude pour se faire. Et lorsque vous voyez que les résultats ne sont pas bons, vous vous retirez. Et il faut savoir que il faut ménager les perceptions des uns et des autres. Mais si nous établissons de bonnes structures, eh bien, les bienfaits peuvent s'avérer énormes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y a encore deux sujets que j'aimerais au moins brièvement évoquer. Et je demanderai que vos réponses soient assez concises. Ce sont deux sujets qui ont trait aux inégalités entre les pays eux-mêmes. Lorsque l'on parle d'inégalité, d'inéquité, on parle d'inégalité au sein d'un même pays. Mais le changement climatique, déjà, d'une part, et d'ailleurs, Domenico Senisca, alors je voulais revenir vers vous parce que vous faites partie du panel intergouvernemental du changement climatique et donc l'un des experts de l'ONU en la matière. Et nous avons des messages particulièrement graves qui ont été émis il y a peu de temps. Pouvez-vous nous parler de l'impact du changement climatique et sur la croissance et sur l'inégalité ou les inégalités entre les pays ? Vos premiers propos sont tout à fait pertinents, parce que de toute manière, les inégalités sont également réparties géographiquement. Le fait d'être un concierge à Milan, eh bien, vous avez à peu près le même salaire qu'un médecin en Éthiopie. Bon, ce sont des distinctions importantes, des inégalités importantes. Et le changement climatique joue un rôle aussi dans cette espèce de divergence entre les pays, qui existe entre les pays. Et donc, il faut toujours examiner, tenir compte de ce problème. Ceci étant dit, le changement climatique pose des défis particulièrement graves pour ces pays et des pays de ce genre qui subissent de plein fouet les catastrophes naturelles ont besoin d'infrastructures et d'investissements. De votre point de vue, au niveau de l'IPCC, êtes-vous intimement convaincu que les pays font de leur mieux, font tout ce qu'il faut, non pas pour se préparer, mais pour pas atténuer, mais tout simplement pour se préparer au changement climatique et pour pouvoir mieux réagir? Non, en fait, il y a une énorme brèche entre les pays, il y a une brèche énorme en matière de connaissance et de reconnaissance du problème d'un pays à un autre. Et donc, lorsque l'on parle des gouvernements, parfois l'horizon temporel est beaucoup plus long du point de vue du secteur public que du secteur privé. Et nous avons fait beaucoup d'erreurs et il est souvent très difficile de rectifier le tir et les erreurs du passé, justement. Vous savez, le changement climatique provoque davantage de vulnérabilité, davantage de problèmes et pourtant requiert une démarche intergénération. Et ça ne cadre pas forcément avec l'évolution des marchés et les horizons temporels du marché. Effectivement, nous l'avons fait main dans la main entre Mexique et la Banque mondiale, mais je reviens vers Penny Goldberg sur la question du commerce. Parce que cela a un impact aussi sur les inégalités entre les pays, dans les pays, mais entre les pays surtout. Et il y a évidemment une incidence sur la croissance. Et d'ailleurs, la croissance qui ralentit aujourd'hui, eh bien, c'est entre autres justement à cause de tensions commerciales des dernières années. Pourriez-vous réagir à ces propos et contrairement à cela, où est-ce que nous avons besoin de meilleure coopération pour mieux lutter contre les inégalités entre les pays? Quelles sont les modalités de coopération les plus utiles? C'est un sujet très intéressant. D'abord, permettez-moi de dire que d'ordinaire, le commerce international a aidé beaucoup de pays à croître économiquement. Et d'ailleurs, cela a permis, dans une certaine mesure, à réduire les inégalités. Bon, le récit de la Chine, de Singapour, du Vietnam, c'est un récit qui revient vers le commerce, finalement. Et puis aussi,
on sait que le commerce international, le commerce peut créer des inégalités dans un pays ou entre les pays. La mondialisation, plutôt, devrais-je dire. La mondialisation a créé énormément d'inégalités au sein de pays industrialisés, même. J'ai passé le plus gros de ma carrière universitaire à examiner justement ces sources d'inégalité. Et lorsqu'on examine le rôle que joue le commerce international, le commerce finalement joue un petit rôle quant à la prime des compétences, c'est-à-dire les salaires de la main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre non qualifiée. On s'est rendu compte que la technologie était un moteur bien plus important que le commerce. Mais le commerce joue quand même un rôle important, justement en créant des inégalités géographiques au sein de pays ou entre pays. Et je dois dire que nous, en tant qu'économistes, avons complètement loupé le coche. Pendant des années, nous avons mal compris. Et d'ailleurs, avec le recul, lorsque je réfléchis au premier document qui avait été publié, qui précisait cette espèce de dimension spéciale de l'inégalité qui était particulièrement importante, eh bien, ils se sont vus critiquer. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'hostilité qui s'est opposée à eux. Et à ces publications et à ces considérations. Et on disait, oui, vous disiez qu'il y a tous ces effets régionaux, géographiques, mais ce sont des effets relatifs toujours relatifs. Le commerce aide tout le monde et à rehausser sa qualité de vie. Donc on se concentre sur des effets relatifs, des mouvements relatifs. Et justement, la question des inégalités, de toute manière, c'est quelque chose de relatif qu'il faut relativiser avec d'autres facteurs. Et ce qui se passe au cours des dernières années, c'est que cette dimension géographique est particulièrement importante et présente dans quasi tous les pays, Inde, Vietnam, Brésil, États-Unis, partout dans le monde, tout particulièrement. Et si vous me demandez quel type de politique, quel type d'approche sont requises pour relever ce défi, eh bien, je dirais que nous devons réfléchir avec plus de sérieux sur les politiques liées aux espaces géographiques. Et ce n'est pas quelque chose que j'aurais dit il y a quelques années. Donc, le leitmotiv classique dans les échanges commerciaux, mais également dans les institutions internationales, c'est qu'il faut protéger les gens et non pas les emplois. Et je crois que c'est vrai. Mais peut-être que l'on devrait également réfléchir à la protection des lieux, parce que les gens ne sont pas très mobiles, ils pensent, ils vivent leur vie d'une manière très locale. Et donc il faut tenir parti de des opportunités que cela présente pour lutter contre les iniquités. J'aimerais que l'on puisse aller plus en profondeur, mais je voudrais poser une question à Esther Duflo. Votre ouvrage parle du rôle crucial des états d'esprit lorsque l'on pense à la pauvreté et comment lutter contre la pauvreté, que les états d'esprit sont de très grande importance. Il y a beaucoup d'importance pour les inéquités. Donc pouvez-vous nous dire comment on peut changer les attitudes et les états d'esprit lorsqu'il s'agit de la pauvreté et de l'iniquité? J'aimerais pouvoir dire ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec ce que vous dites, que c'est une lutte essentielle. Et c'est un défi à relever dans les pays riches, tout comme dans les pays pauvres. Le filet de sécurité sociale, dans une certaine mesure, fonctionne sur la base du fait qu'il faut avoir certains soupçons par rapport aux pauvres, parce qu'ils cherchent à tirer parti de notre générosité. Et donc il ne faut pas être généreux à moins qu'ils ne deviennent paresseux. Penny parlait de ce type de sentiment. Et je pense que cela a de graves conséquences négatives dans les pays riches, tout comme dans les pays pauvres. À plusieurs égards, à la fois parce que cela affecte la structure des programmes sociaux eux-mêmes, dans ce sens que ils ne sont pas aussi simples et aussi généreux qu'ils pourraient l'être, parce que nous étions tellement préoccupés par ces questions d'incitation. Et par ailleurs, parce que cela affecte même ceux qui ne sont pas pauvres, parce qu'ils sont tellement pauvres de devenir pauvres, que la tolérance au choc et au risque et à ce qui pourrait advenir dans la vie s'en voit réduite d'autant. Et je pense que certaines des difficultés sociales que nous vivons dans les pays riches aujourd'hui, et dans les pays à revenus intermédiaires également, sont liées à tout cela, à savoir que les gens qui n'ont pas encore perdu leur emploi ont très peur de perdre leur emploi, de ce qui va leur advenir s'ils perdaient leur emploi d'aventure. Et cela les rend d'une part tout à fait résistants
à quoi que ce soit qui pourrait créer des risques, notamment le commerce et la mondialisation. Et par ailleurs, ils s'inventent peut-être des explications sur les raisons pour lesquelles les gens sont pauvres et pourquoi ils sont pauvres. Et donc, s'ils peuvent se convaincre que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ont mal fait les choses, alors ils peuvent eux-mêmes sentir qu'ils sont à l'abri de la pauvreté. Et ce type d'attitude est très difficile à changer. Donc, il faudra plus que des conseils, il faudra des actions, il faudra des changements dans la structure des programmes sociaux pour faire en sorte que la société comprenne et reconnaisse que les risques font partie de la vie. Et que la vie nous réserve du bon et du mauvais, que ce n'est pas toujours de notre faute. Il faut y penser dans les politiques sociales, y compris les politiques localisées, les politiques de protection de l'emploi également. Sous ce jour, que va-t-on faire pour les perceptions de la justesse des sociétés, quant à la justesse des sociétés et ce que l'on fait pour les pauvres, etc. Merci beaucoup. Bien, je pense que l'on devra s'en tenir là. J'aimerais dire merci à tous les membres du panel pour cet échange fort intéressant. Je vous propose qu'on les applaudisse. Et je remercie également tous ceux qui ont aidé à organiser cet événement, la banque et le personnel technique, l'équipe d'organisation. Et je vous remercie, vous, mesdames et messieurs, de votre attention et de vos contributions à la fois ici, dans le public, dans la salle, ainsi que le public en ligne. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Au revoir. Very good job. Huh? It was very good. It was very nice.